Super, salut tout le monde. Trop content de faire ce meet-up. Le prochain, il y aura une tête pensante de l'IA. Je vais essayer d'être à la hauteur aujourd'hui. Voilà, quelqu'un de smart et qui lève 16 millions. Je vais essayer d'être smart au moins. Et peut-être demain de lever 16 millions. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est d'aller... Non, mais c'est pas grave, Maxime, il n'y a pas de souci. Sur la VOD, ils n'auront pas l'info. C'est pas grave. Donc Better, Faster, Stronger, prototype, appel d'offres, visuel, produit, service. En fait, l'idée c'est simple, moi je suis pas dev. Dès que je veux montrer quelque chose à mes clients, il faut que je me débrouille. L'intelligence artificielle, c'est du pain béni. Quand j'étais plus gamin, il fallait que je fasse des découpages en imprimant des trucs, prendre du papier avec une imprimante pour essayer de faire le moindre jeu de société et essayer d'avoir une proposition créative. Là, ça va un peu plus vite grâce à l'IA. Franchement, c'est la plus grosse révolution moi dans ma vie, ce qui fait que j'y suis à fond. Mon idée, c'est de vous partager aujourd'hui des sujets pro, des sujets créatifs, se détendre aussi, d'accord, sur le sujet. Si vous sortiez du taf, on va parler de sujets professionnels, mais à chaque fois, les cas d'usage, il y aura des réels et aussi des trucs un peu plus détendus. Quand je parle de détendu, je vais par exemple parler de quelqu'un qui gagne 10 000 € par mois sur OnlyFans, mais qui n'existe pas. Cette personne, elle n'existe pas. Voilà, elle n'existe pas. Et en fait, je mens dès la première slide parce qu'en fait, cette jeune femme, ça, elle date d'il y a un an et demi, parce que maintenant, elle est beaucoup plus réaliste. Donc ça, c'est 100% généré par intelligence artificielle. Maintenant, elle ressemble à ça. Donc ça, c'est sa mise à jour depuis cet été. C'est une agence espagnole qui est spécialisée dans la fabrication d'influenceurs virtuels. Pourquoi je commence avec ça? En général, dans ma conf, c'est ce que j'utilise pour marquer les gens. C'est une agence qui s'appelle Clueless AI et qui crée des influenceurs virtuels comme ça. Donc après, il y a tout le sujet éthique, etc. Est-ce que montrer des photos nues de quelqu'un qui n'existe pas à des gens qui sont prêts à payer pour, ça c'est encore, vous aurez tout le temps d'y réfléchir le reste de votre vie. Mais en attendant, voilà, sur Instagram, pour les plus curieux professionnels, vous pouvez les suivre. Moi, je suis assez attentif sur les publicités pendant le Super Bowl. Je ne sais pas s'il y en a qui ont cette même passion que moi. Pas forcément, si. En fait, tu regardes pas forcément le Super Bowl, mais tu regardes les pubs qu'il y a pour comprendre ce que ça veut dire de la société. J'ai adoré la pub de l'année dernière qui présentait Microsoft Copilot comme le copilote pour les gens laissés sur le côté. Et donc là, il y a un message qui est super clair, c'est que le premier usage, enfin la première pub sur l'IA qui est sur un spot qui coûte hyper cher, c'est pour expliquer que vous êtes vieux, vous êtes jeune, vous avez subi le racisme, vous n'êtes pas bon en maths, quoi que ce soit. L'IA, c'est un copilote pour vous accompagner dans les projets. Et donc je voulais parler de ça parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir. Comment est-ce que l'IA me permet d'aller plus vite pour présenter des projets qui m'auraient été rendus inaccessibles. L'objectif, ça va être de rendre l'impossible possible. Et puis, voilà, il y a des slides où, quand je les ai faits, je pensais que c'était une bonne idée. Là, maintenant, c'est autre chose. ChatGPT, son anniversaire, c'est dans pas longtemps. On n'organisera peut-être pas une soirée pour ChatGPT, mais ça fait que 2 ans, au final. Et c'est assez récent. Il y a beaucoup de gens qui me disent « Oh mon Dieu, mais je suis grave en retard. L'intelligence artificielle générative, j'ai l'impression que tout le monde y est, etc. » Calmos, ça fait 2 ans. Alors ce qui est sûr, c'est que si ça fait déjà 2 ans que vous y êtes, c'est plus facile de suivre les mises à jour, mais tranquille. Donc on peut lui souhaiter joyeux anniversaire sur ChatGPT. Je vais me présenter rapidement. Moi, il y a 2 ans et demi, 3 ans, je décide d'arrêter de travailler frénétiquement sur plein de sujets qui m'ont fatigué. Je décide de revendre mes anciennes sociétés, j'ai plein de trucs à gérer, je passe du temps avec ma famille, etc. Et pendant ce timing-là, je vois les technos GPT. Je ne sais pas si certains suivent le joueur du grenier, je ne sais pas si ça vous parle. Moi, je suivais beaucoup les technos Nvidia, etc. Et là, je tombe à un moment sur une vieille version d'un JDR, donc d'un jeu de rôle en ligne qui permet de faire une partie de Donjons et Dragons. Je le vois faire ça, j'y avais touché avant et je me dis mais c'est quoi? Je regarde la technique, je vois technologie GPT, ok, je capte pas trop ce que c'est. Je comprends que ça va être une dinguerie, je m'y mets à fond et en 2022, quand ChatGPT arrive, tous mes anciens clients me disent en fait Simon, t'en as parlé une fois quand on s'est croisé l'autre jour au café, est-ce que tu peux me faire une conférence dessus, est-ce que tu peux m'en parler? Et aujourd'hui j'accompagne des grands groupes, des agences, des ETI, des PME sur le sujet de la culturation à la transfo. Donc c'est merci le jour du grenier. Mais pas que. Moi je suis pas développeur, absolument pas, donc il y a plein de choses qu'ils ont dit tout à l'heure où j'étais pas hyper à l'aise, j'ai compris en partie. Mon objectif c'est
de capitaliser sur mon économie d'énergie, c'est-à-dire que si je me mets à suivre toute l'actu tech et à mettre un niveau tech, je suis plus sur l'usage. Donc je me suis dit, je travaille avec des gens talentueux et qui font l'avenir de l'IA et qui savent faire du dev, et moi je m'occupe des usages. Donc mon principe aujourd'hui, c'est de vous parler de cas concrets appliqués en entreprise, mais je ne vais pas vous dire entre deux modèles, moi j'utilise celui-là parce que l'API c'est plus sympa à utiliser, etc. Et c'est aussi pour ça qu'il y a moins de tech que d'habitude, je pense. Pour faire rapide, parce que je pense que vous êtes tous à l'aise là-dessus, mais je voulais refaire un point. S'il y en a certains parmi vous qui sont des créatifs et qui utilisent peut-être Midjourney, qui ont peut-être utilisé ChatGPT de temps en temps, etc. Juste pour faire simple, nous les humains, on utilise notre cerveau et on se nourrit de savoir. Globalement, si vous voulez vous remettre en tête clairement, c'est le modèle cerveau, le dataset des savoirs qu'on l'alimente. C'est un point qui est important. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est bien d'avoir un vocabulaire en commun. Je continue. Niveau intelligence artificielle, quand on me pose la question en entreprise, j'ai envie de faire un prototype, j'ai envie de répondre à un appel d'offres, j'ai envie d'utiliser des visuels, il y a la course au meilleur modèle. Alors, je ne sais pas si vous suivez beaucoup de choses sur l'intelligence artificielle sur LinkedIn, mais c'est catastrophique les annonces systématiques de le GPT killer, etc. Alors, on avait eu une conf passionnante ici de Gingface, moi j'avais trouvé ça très cool, où en fait, à chaque fois que je refais la conf, il y a des nouveaux modèles qui s'ajoutent. Donc je recommande de ne pas essayer de faire la course au meilleur modèle et d'essayer de prendre un peu de temps. C'est très marrant de dire, vous avez vu, la dernière version est plus puissante que celle d'après, mais là, cette slide, je l'ai mis à jour pour un client il y a 3 jours. Si quelqu'un regarde, je suis sûr qu'on est à 1 150 000. Donc calmos sur les modèles, sinon on risque de tomber dans ce genre de truc frénétique qui est cool, hein, mais qui est assez insupportable, parce qu'en fait, on va parler de Midjourney par exemple. Midjourney, on m'a dit flux, ça l'a tué parce que les images sont plus qualitatives, plus réalistes, etc. Il y a des fonctionnalités dans Midjourney qui permettent des choses qu'au-delà du modèle, on ne peut pas avoir sur flux, ou alors il faut aller chercher des boîtes, par exemple comme Scilab qui le fait très bien. Donc en gros, là où je veux en venir, c'est que attention à la course au modèle, il y a aussi cette question de l'usage, des fonctionnalités, etc. Donc le top, c'est la course au meilleur dataset. Je me rends compte que, comme vous avez parlé de beaucoup d'éléments de news, je vais essayer d'aller un peu plus vite sur les cas d'usage concret. Pour certains, il y en a qui sont en agence créative ici ou pas? Je suis curieux de savoir. Ou des gens qui sont plutôt des créas. Ouais, bon, ok, ça marche. Il y a un point qui est important, c'est que pour vous, vous allez très vite vous rentrer en conflit avec la partie DSI dans votre boîte si jamais il n'y a pas encore d'IA qui est intégrée, à vouloir utiliser la meilleure IA qui vous permet d'avoir le meilleur résultat créatif. Si vous êtes dev et que vous voulez utiliser une IA qui va vous faciliter du code, etc., il y a plein de sujets où en fait il faut protéger le dataset de votre entreprise, les données. Et aujourd'hui, moi j'ai mes premières entreprises qui me disent viens, on écrit une charte pour que nos freelances avec qui on bosse sont obligés de la signer et ils n'ont plus le droit d'utiliser ChatGPT+, par exemple. ChatGPT+, pour ceux qui... c'est l'offre à 20 €. Tout ce que vous mettez dedans, vous l'envoyez à OpenAI et puis c'est gratos. Il faut partir d'un certain palier. Et typiquement, il y a au moins une personne statistiquement chez vous qui a pris un document qu'il ne fallait pas, qui l'a mis dans ChatGPT+, qui s'est dit c'est payant donc c'est pro. Donc attention à ça, ça va très vite. Moi ce que je recommande c'est d'organiser plutôt sa donnée pour ensuite pouvoir faire tout ce qu'on va voir après, plutôt que d'essayer de chercher le modèle méga puissant. Parmi vous, est-ce qu'il y en a qui ont dans leur activité, dans leur métier, au moins la moitié de leur temps qui est dédié à l'IA générative? Ok, une personne, 2, 3, 4, ok. On est d'accord que les autres, vous n'avez pas le temps avec votre taf de passer 20, 30 heures par semaine. Est-ce qu'il y en a qui, en plus d'un taf pas lié à la GenAI, se calent un bon 15 heures, 20 heures semaine sur l'IA? Ouais, quelques-uns. Ouais, donc voilà, c'est assez peu nombreux. Et donc il y a un vrai sujet qui est que globalement les professionnels de ce pays sont déjà surchargés par des doses de travail. Donc en fait, à côté, c'est un peu compliqué. C'est pour ça que ce que je vous invite déjà à organiser dans votre travail, c'est trouver les bons cas d'usage, organiser votre méthode de travail et faire attention à votre dataset pour éviter de faire n'importe quoi. J'ai des clients qui vont passer des heures et des heures, qui m'ont acheté des heures et que j'ai refusé de mettre en place
je vais travailler pendant 10 heures pour gagner 2 minutes par semaine, ça ne sert à rien. Donc on fait gaffe à ça, faites attention, votre temps est précieux. C'est devenu le bazar. Niveau mise à jour, il y a plein d'actualités. Rien qu'aujourd'hui, alors que je suis l'actualité tous les jours, vous m'avez appris plein de trucs. C'est un peu devenu le bazar. J'ai rencontré des agences ces derniers temps qui m'ont dit que pour elles, il y a tellement d'actualités qu'elles sont perdues, qu'elles ne savent plus par où aller. Moi-même, je suis obligé de leur répondre que je ne sais pas tout avec l'actualité. Globalement, est-ce que vous, dans votre entreprise, vous avez l'impression qu'il y a un vent de panique sur l'IA ou ça va ? Ouais, un petit peu, vous pouvez lever la main ceux qui le sentent. Ok. Alors ici, vous êtes peut-être dans un public qui est un peu particulier. Sachez que moi, mon quotidien, c'est d'avoir des entreprises qui m'appellent, qui me disent j'ai l'impression que le train passe et que je suis à côté et qu'il faut que je m'y mette. Et donc, à l'aide, c'est un vrai sujet que je constate tous les jours. Alors, comment est-ce que je peux les aider sachant qu'il y a plusieurs dizaines d'IA intéressantes qui sortent par mois. La première requête qu'on me demande, c'est de faire de la veille pour les entreprises. Donc ce que je vous propose, c'est de vous donner des cas concrets que je leur partage pour savoir par quoi commencer. Ok, ça c'était un peu abusé de refaire une pub pour Shift, j'enlève. Ok. Moi, ce que je vous recommande, c'est d'essayer de produire des tests, des prototypes et des itérations. C'est ce qui manque aujourd'hui sur le marché de la Gen AI. C'est ce que j'essaye de faire depuis 2 ans, à peu près un week-end sur 3, d'essayer de me dire, ok, je prends un cas d'usage, j'essaye de l'appliquer pour voir si ça fonctionne. Vous allez perdre du temps à travailler sur l'IA générative. Ceux qui utilisent Midjourney, vous savez très bien que vous allez devoir passer au moins 200 heures avant de comprendre un peu comment s'en servir. Et donc ceux-là qui se sont dit, tiens, je vais venir et puis en 10, 15, 20 heures, là vous réapprenez Photoshop en fait. Il y en a qui utilisent Photoshop, qui ont utilisé Photoshop. Est-ce que vous vous souvenez des 10 premières heures où vous avez utilisé Photoshop? En gros, le premier projet dégueulasse que vous avez fait. C'est à peu près la même chose avec l'IA générative. Donc c'est vraiment un temps, c'est un investissement. Je ne vais pas faire Jean-Michel coach carrière, mais il y a un vrai sujet. Mes clients ils me disent, on n'a pas le temps, on aimerait des gens qui investissent ce temps. C'est pour ça que je dis souvent, alors bizarre, mais que la Gen AI, c'est un taf soit pour ceux qui ont perdu leur boulot en 2022, qui ont revendu leur boîte ou qui sortent d'un burn-out. Ok, si vous êtes concerné par ça, ou alors qui sont ultra audacieux et qui se sont dit, j'y vais quand même. Mais en fait, ça demande de passer ses week-ends à bosser sur le sujet. Et donc, c'est ultra rare aujourd'hui sur le marché. Quand j'explique comment bien configurer ChatGPT à des clients, ce qui n'est pas le truc le plus enthousiasmant, mais il faut y passer, je leur dis vous êtes dans le 1% des top français, mais j'y crois vraiment. Ok ? Là, il y a écrit ChatGPT, mais je vais vous parler de Claude. Vous avez vu qu'on parlait d'appels d'offres, de prototypes, etc. Je vais vous montrer des cas très concrets de comment je le fais avec mes projets. Est-ce que c'est ultra clair ce côté « je demande à ChatGPT d'incarner un profil pour qu'il soit plus optimal ». Ouais, c'est clair pour tout le monde. Ok, je vais essayer d'aller assez rapidement là-dessus. Je demande à ChatGPT d'incarner un rôle professionnel. L'idée, c'est de le traduire sous la forme d'un prompt et ça va lui permettre d'affiner. En plus, avec d'autres types de pratiques, vous pouvez lui donner des informations sur vous et donc l'expert, il va aller chercher des infos très spécifiques, il sait qui vous êtes, il augmente la qualité. Donc ça, on va appeler pour le reste de la conf fabriquer un assistant. Ça peut permettre d'amplifier la créativité, booster les process, c'est super. Mon principe, il est très simple. Toutes mes tâches que j'applique dans mon boulot, je me dis, est-ce que je peux suffisamment bien expliquer à un assistant pour qu'il le refasse? Donc aujourd'hui, moi, c'est mon process et c'est celui quand j'accompagne mes clients, te dire à chaque fois que vous avez une tâche, vous allez investir sur le mois prochain le fait de faire pause et de dire combien de fois je le fais par mois, combien de fois je le fais par semaine, combien de temps ça me prend et est-ce qu'un assistant pourrait le faire à ma place? Donc typiquement, on va fabriquer un assistant, je vous en évoquerai quelques points. Je lui donne un document et ensuite il transforme ce document dans un résultat exploitable. Ça, c'est le truc de base pour les débutants. Désolé pour ceux qui sont déjà en maîtrise là-dessus. L'un des sujets quand on fabrique un assistant, c'est qu'on voit beaucoup trop souvent en entreprise des experts ChatGPT et de l'autre côté des experts métiers. Le vrai sujet, c'est que dans la fabrication de l'assistant, il ne faut pas que ça soit laissé que aux devs. C'est un sujet que je vais traiter après. Par exemple, les assistants qui arrivent à faire du rédactionnel, j'ai déjà vu dans une boîte que la personne qui s'en occupait, c'était quelqu'un qui fait des fautes littéralement à toutes ses phrases.
Et donc la vraie problématique, c'est qu'il y a une sorte de séparation entre celui qu'on va identifier comme prompt engineer et l'expert métier. Donc ça, c'était pour le remettre au centre du sujet. C'est important de faire des collaborations. C'est pour ça qu'en général, on va privilégier des équipes de 2. On va avoir quelqu'un qui est à l'aise avec l'outil ChatGPT, Claude ou ce que vous voulez, et derrière un expert métier. Les bonnes idées elles viennent des professionnels et leur mise en application par les prompt engineers, ça c'est un sujet qui va être régulier pendant cette conf. Ce que je vous propose, c'est de vous montrer un expert monotâche qui me sert pour un projet concret, notamment en agence, mais dont vous pourrez vous servir dans les entreprises. Ça parle à tout le monde, le tone of voice ou pas? Non, pas forcément. Le tone of voice, c'est le ton de la voix. C'est quand on va, en tant qu'entreprise, créer du contenu, on va s'assurer qu'il y ait toujours la même tonalité dans le contenu textuel qu'on va partager. D'accord? Les articles de blog, il faut qu'elles aient la même ambiance. D'accord? Votre LinkedIn, vous n'allez pas d'un coup tutoyer, ensuite vous voyez, etc. C'est clair pour tout le monde, le tone of voice? Ok. C'est un vrai sujet, parce qu'il y a des agences qui sont payées pour accompagner les entreprises et leur fabriquer une charte rédactionnelle et leur dire voilà comment il faut parler. Et ensuite, cette charte-là qui va faire 10 pages, 20 pages, 40 pages, est-ce que vous pensez vraiment que l'alternant qui vient de rentrer dans l'entreprise va le respecter immédiatement? Pas du tout. Et donc il y a tout ce travail d'essayer de faire un storytelling et de suivre un discours et un message. Et en fait, globalement, c'est super dur à suivre. Et donc c'est ce que je voulais vous montrer comme exemple. Donc un principe très simple. En entrée, pour mon assistant, je dois le nourrir, lui donner une sorte de dataset, si je puis dire. Le type de document qu'on va donner, une charte rédactionnelle, une stratégie social média, un calendrier éditorial, des contenus qui ont été rédigés par des humains qui ont fait des contenus qualifiés, des informations sur l'entreprise, des idées de contenu, des pistes, etc. Ça, vous donnez ça en entrée. Bien évidemment, il y a des solutions techniques que les devs vont pouvoir mettre en place. Et ce que je vous invite à faire et qui marche très bien dans un premier temps, c'est avec ChatGPT ou Claude, vous fabriquez un project ou un GPT. Ça vous parle quand je vous parle de project et GPT? Il y en a qui ne voient pas du tout ce que c'est ou pas? Est-ce que vous pouvez lever la main? Ok, cool. Je savais qu'il allait y avoir des publics, parce qu'il y en a que je connais, il y a des hardcore et il y a des plus découvertes. C'est très cool. Donc en fait, sur ChatGPT, plutôt que de lancer une conversation, on peut décider de fabriquer un assistant, qu'on va appeler un GPT, et on va lui dire des requêtes, on va lui donner des instructions pour dire quand l'utilisateur s'adresse à toi, alors tu le tutoies, tes réponses ne font jamais plus de 3 phrases, tu vas avoir un anglais de niveau C1 par rapport au niveau français, etc. Donc on va lui donner un ensemble d'instructions. Ça, c'est un travail qui est exigeant, et comme je vous le disais tout à l'heure, faire attention aux développeurs, parce qu'en fait, ce travail-là de quel est le type de document dont on a besoin de donner à l'assistant, on a besoin d'être avec les experts métiers qui savent écrire. Ok ? Donc ça, la première étape, c'est de récolter tout ça, de le donner à l'assistant. Donc sur les versions payantes ChatGPT et Claude, vous trouverez tout ça. Un des points qui est important, c'est la charte rédactionnelle. Alors là, je fais sur ce sujet, sur ce cas d'usage très précis. Voilà. Mais il y en a plein différents. J'ai récupéré une charte rédactionnelle d'une grosse boîte française qui fait du télécom. Donc à partir du moment où on fait du télécom, on est une grosse boîte française. J'ai reçu une charte rédactionnelle de plus de 40 pages et je me suis dit un peu naïvement, je la donne à mon assistant qui était bien configuré et il va la lire. Mais en fait, la charte rédactionnelle, elle était pensée pour être lue par des humains et ni Claude ni ChatGPT arrivaient à comprendre la charte rédactionnelle. Donc avec mon équipe, on a dû réécrire la charte rédactionnelle pour que l'IA la comprenne. Ok ? Ça a été un gros boulot et ça nous a permis de fabriquer un peu une méthode pour que demain, si on est une agence et qu'on a besoin de produire une charte rédactionnelle pour un client, on peut lui produire pour les humains et pour ses IA. Vous voyez, on arrive dans un monde un peu bizarre. Cette charte rédactionnelle adaptée, ça a été du travail et j'ai dû aller chercher, et donc j'ai embauché quelqu'un qui est à la fac de Nantes, spécialisé en linguistique. Parce qu'en fait, il ne fallait pas juste être créatif, savoir écrire, il fallait être capable de décrire à la machine avec des termes, j'ai pas envie de faire le malin, mais je suis pas assez au niveau des occurrences de machin, etc. Donc c'était du français ultra haut de gamme qu'il fallait donner en instruction et qui est, sauf si vous êtes excellent en français, quasi incompréhensible pour nous en tant que moldus. Ok. Donc ça c'est une approche que je trouve intéressante. Si on met 1000 articles de blog de cette entreprise et qu'on demande à l'IA de décrire comme les articles de blog qu'on a donnés, les résultats ne sont pas
ultime, parce qu'aujourd'hui, il y a une grande concurrence sur le marché mondial de qui va gagner cette quête de l'IA Tone of Voice, bah, sachez que nous, on a des résultats excellents, parce qu'on a quelqu'un qui sait parler, en fait. C'est simple que ça. On a fait des tests. Ma collaboratrice, elle a utilisé cette charte rédactionnelle, elle l'a mis dans l'assistant. Les résultats, elle est capable de dire ce qui va pas. Okay, donc faites attention que la personne qui fait des retours ait la maîtrise de la langue française. Donc ensuite, on utilise ChatGPT, Claude ou Notch. Je ne sais pas si les gars, vous connaissez d'autres technos qui font ça bien, de faire des assistants. Moi, j'ai cherché justement sur Copilot, donc ça va arriver. Dust, ouais, qui est encore un peu différent, mais globalement, si vous voulez tester, je vous invite Claude, qui est un peu sous-coté, mais qui est hyper bien. Ouais, ça je l'ai déjà dit. L'idée, c'est ensuite d'avoir des documents de sortie qui peuvent être très qualitatifs. Articles de blog, post LinkedIn, contenu print, communication interne, future idée, etc. Ça, c'est le principe de base qui est un peu sous-coté parce qu'en fait, ça devrait être appliqué à toutes les tâches qui vous prennent beaucoup de temps. 1, 2, 3. Oui, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. 1, 2, 3. Document d'entrée, ChatGPT, document en sortie. Ouais, c'est good. On a fait un test lors d'un appel d'offres avec un client. Donc, pour tout le monde, pour que ce soit clair, un appel d'offres. Je suis Burger King. J'aimerais quelqu'un qui rédige mes articles de blog sur l'année 2025, une agence. Je lance un appel d'offres pour savoir qui va le faire. Ce qui est intéressant avec ce type d'outil, c'est qu'on peut arriver à produire des dizaines d'articles, plein de contenus différents pour que le client il se projette. C'est un peu l'idée de ce que je veux vous montrer là, c'est que ces assistants qui arrivent à copier le tone of voice sur d'autres cas, ils peuvent montrer ce que ça donne une dizaine d'articles, ce que ça donne une centaine de posts, et donc c'est pour ça qu'on s'en sert pour pouvoir montrer une masse plus forte de contenu. Alors, mes assistants là que je vous citais, ils ont minimum 6 pages d'instructions. Donc si vous pensiez que vos prompts ils étaient longs parce que vous avez mis 4 lignes, là c'est minimum 6 pages Word d'instructions pour arriver à avoir un assistant qui arrive à parler comme la marque le veut. Okay, et après une dizaine d'itérations où on a quasi tout rechangé à chaque fois et c'était ultra long. Donc il faut que vous ayez en tête que ce travail d'assistant, nous ça nous a pris une bonne semaine d'être capable de parler comme notre client. Ok. Donc ça a l'air d'être cool parce qu'une fois que le client, on peut lui produire en illimité des articles de blog. Là c'est abusé. Là c'est abusé parce qu'en fait il nous dit voilà mon tableur Excel avec tous les sujets qu'on aimerait avoir. Voilà nos fiches produits. Boum, on envoie. Et il nous dit mais c'est fou, on a l'impression que c'est écrit par un humain et c'est mieux écrit que par nos rédacteurs qu'on doit payer vite fait parce qu'en fait on y va illico presto. Donc il y a ce vrai sujet d'un point de vue éthique aussi, parce qu'il y a des boîtes qui sont spécialisées dans la rédaction. Et voilà, je sais pas où aller plus là-dessus. Si vous en faites partie, contactez-moi et on pourra faire quelque chose. Parce qu'il y a besoin de gens qui savent écrire. Okay, il y en a qui sont pas très bons là en rédaction, vous pouvez lever la main ceux qui sont pas à l'aise avec le rédactionnel. Ok. Typiquement, ça vous a peut-être bloqué pour du contenu personnel branding, faire des articles de blog, etc. Là, demain ça fonctionne bien. Alors, il y en a parmi vous, c'est sûr, qui vont être bloqués à l'idée que ce soit l'assistant qui écrive tout et vous postez comme ça. Mais l'assistant, il peut vous aider à faire des pistes créatives. Donc, par exemple, là, ce matin, alors, coïncidence, je ne pensais pas du tout en parler. J'étais avec un streamer qui a une équipe e-sport, bref, voilà, qui est un peu connu en France. Et il m'a dit, moi c'est simple, j'ai pas envie qu'il écrive mes posts LinkedIn, qu'il écrive mes articles de blog, mais qu'il fasse, il me propose une liste d'idées en fonction des streams que je viens de faire. Donc il n'y a rien de plus facile, tu prends le récap des streams, tu le mets dans l'assistant en entrée, l'assistant il dit ok, tu as fait un sujet sur les voitures, un sujet sur les échecs, un sujet sur les animaux végétariens. Voilà, et automatiquement on va traduire ces sujets-là dans ton tone of voice, te donner des pistes et des idées qui sont cohérentes avec le reste de ton contenu. Et ça, typiquement, c'est un sujet qui, ça fait jackpot tout de suite parce qu'il ne peut pas les faire parce qu'il n'a pas le temps. Quand on répond à un appel d'offres créatif, vous avez un brief. En fait, j'arrive pas à savoir. Il y a beaucoup de créatifs ou pas dans la salle? Ouais. Vous pouvez lever la main? Ok. Quand on reçoit un brief où on doit proposer des idées, les concepteurs rédacteurs sont à fond, ils ont envie de faire plein de phrases géniales, les DA ils ont envie de faire plein d'images et ils se projettent.
ce qu'il est possible, c'est de fabriquer un assistant, comme je vous disais pour le tone of voice, mais un assistant qui vous aide à avoir des idées. Alors, c'est un peu violent parce qu'il y en a plein qui vont me dire « mais attends, moi j'ai des idées, je suis au top ». C'est un vrai assistant qui vous aide à aller stimuler des secteurs culturels que vous ne connaissez pas forcément ou d'aller en profondeur. Moi, ce que j'ai fait typiquement, c'est des assistants où je leur donne en input, donc en entrée, des références culturelles, créatives et méthodologiques pour pouvoir m'accompagner et avancer plus vite dans mes créas. Je vais vous donner un exemple. Donc, il y a plein de possibilités. Il m'aide à proposer et challenger des idées, à concevoir une narration, notamment des scénarios. La journée du héros, ça vous parle ou pas? Ouais. Joseph Campbell, le monomythe, etc. L'idée de se dire que beaucoup d'œuvres mythologiques se basent sur un même format, le monde ordinaire, appel à l'aventure, etc. Ça, c'est une méthodologie, par exemple, qu'on peut avoir en tête pour se dire « j'ai envie de fabriquer un concept, une histoire qui va être mythique ». Et en fait, ce qu'il est possible de faire, c'est de donner à l'intelligence artificielle soit un PDF qui comprend toute cette méthodologie-là, des références, etc. Et il va vous accompagner pour transformer vos concepts, suivre une méthode, suivre une grille, une matrice de réponses. Donc, si vous avez des types d'approches qui vous plaisent, j'ai un super copain qui est passionné du Japon et de la philosophie au Japon et qui se sert de bouquins japonais qui parlent de plein de sujets, je ne maîtrise pas assez cette thématique-là, qui le met en input et les propositions d'un simple chat GPT deviennent hyper intéressantes. Et donc en fait c'est toujours le sujet, si vous avez une base de compétences et que vous le boostez avec l'IA, c'est beaucoup plus intéressant, mais globalement si vous y connaissez rien et que vous lancez ChatGPT et vous dites « ouais, donne-moi des idées qui pourraient correspondre à la philosophie japonaise », vous aurez que dalle en fait. Donc il y a un peu ce travail de récolte d'informations. On se pose la question avec un de mes clients en agence de documenter ça, donc d'avoir vraiment des PDF entiers de méthodologie, d'approche au niveau culturel, etc. Parce qu'aujourd'hui, le simple fait de demander à ChatGPT d'incarner un expert, c'est pas suffisant pour avoir des résultats satisfaisants. Ok. Un des points qui a été pas mal utilisé aussi, dans le cas des spots publicitaires par exemple, c'est de se dire j'ai mon concept et je dois découper les plans, tout ce qui est la partie storyboard. Ça c'est pareil, ça fait gagner énormément de temps, ça permet de proposer rapidement des idées. Donc moi par exemple sur la partie storyboard, il va exactement me donner des timecodes. Alors ça va pas parler à tout le monde, c'est me dire voilà l'histoire que je veux raconter, voilà mon client, l'assistant il maîtrise le projet et il est capable de dire ok, à X secondes il faut que tu fasses apparaître ça, il se passe telle chose, tel plan, etc. Ok. Donc ça c'est un assistant que je vais utiliser pour m'aider de manière créative. Ok. Sur ces assistants-là dont je me sers, il y en a un qui est intéressant. Alors, je ne sais pas si vous en aviez parlé dans l'une de vos... Maxime, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous l'aviez évoqué, ça peut-être. Pas du tout. Tu l'avais vu? Ouais, sur Canva. Ouais. Il y a 2 mois. Ok. Il y a des fonctionnalités, et c'est pour moi ça qui fait la grosse différence entre les intelligences artificielles. Les modèles, c'est cool, mais là, typiquement, c'est une démarche sur ChatGPT. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont testé un peu, qui ont eu le temps de pousser la chose. C'est ChatGPT Canva. En fait, vous pouvez directement modifier le texte dans ChatGPT, et ça sert de traitement de texte. Donc en fait, ChatGPT devient un outil de traitement de texte. Donc c'est pas vous posez votre question et le texte apparaît, c'est vous posez la question, le texte apparaît, il y a un paragraphe qui vous plaît pas, vous le prenez, vous le supprimez, vous réécrivez avec l'idée qui vous plaît, vous régénérez et ainsi de suite. Donc ça c'est hyper efficace, notamment pour la partie rédactionnelle, pour pouvoir accélérer. Je pense que si vous utilisez souvent ChatGPT, vous savez que le pire truc, c'est quand ChatGPT commence à parler et que vous savez à la première phrase qu'il est hors sujet et que vous devez attendre qu'il y ait tout qui défile. Là, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez reprendre, remodifier. Et vous voyez, il y a même des outils d'un peu de mise en forme. Je mets en gras, je mets en italique, je change l'importance, est-ce que c'est un titre, etc. Pour moi, ça c'est un outil canon. Et puis, tu l'as cité le computer use tout à l'heure, donc je ne vais pas le retraiter. Sur ces différents assistants là, que je vous ai cités tout à l'heure, vous allez voir, il y a un combo à faire avec Midjourney, et je vous le présente juste après. Midjourney, est-ce que vous pouvez lever la main ceux qui ont déjà utilisé? Ouais. Ok, quasi tout le monde? Ok, incroyable. On est dans une partie alternative de la France, parce que je ne pense pas que tout le monde ait du tout utilisé. J'accompagne beaucoup de départements com, et à chaque fois, il y a un champion
qui évangélise tout le monde, mais il y a beaucoup de gens, comme je vous le disais tout à l'heure, qui n'ont pas le temps. Et donc, ok, incroyable, si tout le monde a déjà utilisé. Vous êtes team Discord ou site web, juste pour savoir? Discord, ça c'est pour savoir si j'ai les anciens. Ouais, Discord, moi je suis team Discord jusqu'à il y a quelques jours. Et je pense que vous savez pourquoi. Bon, Midjourney, vous connaissez, on met une phrase, on appuie sur Entrée, 10 secondes après, j'ai un beau gosse en maillot de bain. Ensuite, comme je ne suis pas content de la qualité de l'image, je vais sur Magnifique avec l'abonnement à 40 € par mois. Ça, je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est le truc où vraiment c'est assez game changer. J'ai mon image, je l'upscale avec Magnifique, qui en soi est beaucoup plus subtil qu'il n'y paraît, et c'est pas juste je mets mon image et j'upscale. Bon là vous connaissez, mais vous vous souvenez, hein, on en a fait du chemin avec le même prompt. Ça date il n'y a pas si longtemps, ça doit être 2 ans et demi je crois, à peu près. Donc ça date, on est passé de ça à ça. Bon, les bases de Midjourney, vous voyez, si je décris bien mon image, alors j'ai la capacité de faire des choses intéressantes. Le sujet, quand on doit faire des prototypes rapides, montrer des images, présenter des concepts, c'est que si vous passez plus de temps sur Midjourney que si vous le faisiez sur Photoshop, aucun intérêt. Et je pense que ça a dû vous arriver en utilisant Midjourney de vous dire « je n'arrive pas à avoir l'image que je veux ». Ça c'est possible? Ouais, ça vous arrive souvent? Ok. Alors la vraie solution, c'est que dans 200 heures où vous allez pratiquer, ce sera la bonne manière d'avoir des images, mais il y a des techniques qu'on peut mettre en place et que je vais vous présenter. ChatGPT, il faut que jamais... Moi, c'est un truc, j'ai l'impression de voir des choses que les autres ne voient pas, comme dans Matrix. Le /imagine, pour moi, il n'est pas du tout anodin. C'est pas /generate ou /create. C'est imagine, donc t'imagines, et puis... La version 3 de Midjourney, il y avait un motion designer nantais qui disait « ça me rappelle quand je me souviens de mes rêves et que j'ai l'impression d'être à moitié éclaté ». Je ne sais pas si ça vous parle, sur les vieilles versions de Midjourney 3 et 4, tu vois à peu près ton truc, mais c'est un peu approximatif. Bon, plus on se rapproche, plus on est dans la maîtrise de ce qu'on fait, mais Midjourney, ça reste un outil qui est approximatif, et si vous voulez du contrôle, il faut passer sur un vrai tournage. Ce que je vous invite, et c'est ce qu'aujourd'hui beaucoup d'agences se posent la question, est-ce que je fais mes premiers jets sur Midjourney et ensuite j'organise un tournage pour reprendre ce que j'ai essayé de faire. Quand les agences progressent et qu'elles se rendent compte qu'elles n'ont même plus besoin de faire le tournage, là j'accompagne une boîte, ils me disent « tu vois cette image-là qu'on doit envoyer tous les mois, qui est différente tous les mois, elle nous coûte 6 000 € à faire ». Et puis ils m'ont dit on te prend 3 jours de formation pour maîtriser Midjourney. Au bout d'une demi-journée, ils savaient refaire les images dont ils avaient besoin, c'était nickel. Et après, ils se posent la question des droits, de l'éthique, etc. Mais d'un point de vue créa, c'est de plus en plus facile d'atteindre son résultat. Alors, il y a des boîtes, notamment comme Scilab, que vous connaissez pour certains qui sont déjà venus au Meetup, qui sont bons là-dessus, qui se concentrent sur ce sujet-là. Je mets des illustrations en entrée et ensuite le résultat, il garde le même style graphique. Bon, ça, au-delà de la partie technologique, ça pose des vrais soucis de contractualisation, d'accord? Ça, demain, les entreprises vont se dire, fais-moi 15 illustrations. Donc là, il y en a 6, 12 à gauche, bref, vous avez compris, c'est la gauche. Et ensuite, avec un simple prompt, j'obtiens les résultats. Demain, ça pose la question de plein de choses. Là, c'est pareil. Ça vous parle Omi ou pas? Non. Omi, c'est un outil qui est beaucoup recherché chez les gens qui font du packaging et qui doivent mettre en scène des produits. Parce qu'en fait, tu mets ton produit et très vite, ça le met en scène. Donc ça, c'est pas mal du tout. Ça permet de faire des choses assez cool. Et j'ai déjà 2 gros clients qui ont réaménagé une salle dont ils ne servaient pas beaucoup pour faire un mini studio photo où en fait, en 2:2, c'est iPhone à l'appui, un petit espace, je prends en photo le produit, je clean avec du Magnifique, d'autres outils pour effacer les trucs, et puis j'arrive à faire des visuels pour du print, pour des trucs où c'est pas majeur pour eux, et même sur du social media. Donc c'est pas du tout le futur, ça commence à arriver. Bien évidemment, je fais volontairement pour me concentrer sur des cas, abstraction de toute la partie légale, etc., mais on pourra en parler après si vous le souhaitez. Donc ça s'appelle OMI, O-M-I, et si vous avez un doute, vous rajoutez toujours AI à la fin et vous trouverez. Alors, nouvelle fonctionnalité, il y en a qui l'ont utilisé, le Midjourney Editor, là. Vous pouvez lever la main, ceux qui s'en sont servis. Ah cool, il n'y en a que 3. Alors, ça c'était la fonctionnalité qu'on attendait tous, je crois, ceux qui utilisent Midjourney. Là, vous pouvez mettre vos photos à vous,
vous détourez une zone, vous faites votre prompt et ça génère l'image. Alors il y avait des concurrents qui le faisaient déjà depuis longtemps, mais si vous êtes resté sur Midjourney, c'est qu'il y a bien une raison. Et là, ça fonctionne super bien. Donc là, il va mettre un chien qui porte un chapeau. Et donc là, en appuyant sur Entrée, il le fait un peu au ralenti, mais vous avez compris. Ah, il accélère, c'est gentil. Et donc ça ajoute le visuel. C'est hyper efficace. Globalement, moi, ça a changé mon process du jour au lendemain. Je pense que ceux qui vous en servez, du coup, ceux qui ont levé la main, ouais, on est d'accord, ça change énormément de choses. Avant, il fallait passer sur Photoshop, utiliser l'IA de Photoshop, etc. pour essayer de faire des modifs. Là, c'est vraiment ultra rapide et toutes les techniques que je vais vous montrer juste après sur Midjourney, elles sont utilisables dans cet éditeur et donc ça devient ultra efficace. Là, c'est assez crédible. L'autre jour, ma mère m'a envoyé une photo de vacances. Je me suis bien amusé. Voilà. Alors il y a quelques cas qui présentent, parce que j'ai fait des tests mais avec mes cas clients, donc je ne pouvais pas vous les mettre, mais ça c'est un exemple Midjourney. Je prends une photo dans la vie réelle, je fais un gros rond au milieu et je décris ce que je veux voir, et ça me l'intègre avec les ombres, etc. Tout ça. Donc c'est hyper efficace. Au niveau du résultat, j'ai ma photo en input, et donc là c'est bon, je peux intégrer mon visuel. Donc là on a exactement ce qui nous bloquait avant, c'est la photo de gauche, c'est une photo réelle, et la photo de droite, c'est en coloriant la bonne zone et en faisant le bon prompt. Donc là, j'ai eu un cas avec un test pour un futur client qui me dit, voilà, nous on a une collection de costumes qui s'appelle Everest. Il n'y a rien à voir avec Inoxtag. Mais bref, voilà, il y avait une collection qui s'appelle Everest. Et ils me disent, voilà, on aimerait qu'il soit assis, posé, qu'il y ait la neige derrière. Combien de temps ça te prend? Parce que nous, on aimerait, avec quelqu'un qui fait Photoshop, il nous a proposé tant, etc. Je lui ai dit, je peux tester. Je me suis posé 1 heure, même pas 30 minutes. Alors le résultat est pas fou, mais en gros, en 2 secondes, j'ai pris l'image, j'ai détouré le contour. Je crois que j'ai détouré le contour quand même. J'ai pas fait clic droit, enlever le background sur Canva, mais presque. Et ensuite, j'ai dit, voilà, t'es dans la neige. J'ai ouvert Photoshop. Je me suis dit, là où il y a des soucis de lumière, je mets de la lumière rapidos. Et donc, ça me permet d'avoir mon résultat. Ça y est, il est dans la neige. Ça restait assez galère à faire. Et là, vraiment, c'est par coup de 20 minutes, tu prends une image, tu la transformes et t'enchaînes. Donc ça veut aussi dire que ça c'est absolument pas l'image que je lui propose de vendre et de mettre sur son site e-commerce, etc. Il me dit est-ce qu'on peut faire un test? Et du coup dans cette idée de prototyper, de voir, il va peut-être me dire en fait j'aimerais pas qu'il y ait la montagne derrière, je veux que ce soit que la neige, je veux qu'il y ait des arbres, etc. Et ça du coup ça me prend 5 minutes de changer les backgrounds, etc. Il y a plein d'outils qui se font la compète pour changer la lumière. Voilà. C'est plutôt de la veille, je ne vous l'aborde pas tout de suite. Tout à l'heure, quand j'ai fait mon test avec l'image, j'ai pris ça, j'ai colorié comme un bourrin et j'ai mis Modern Minimalist Design Agency et puis du coup il m'a refait l'ensemble en fait. Il me le remet, il me le replace. Donc c'est vraiment le temps de ça, c'est 3 minutes. Voilà. Ils ont mis en place un système que j'ai pas eu le temps de tester malheureusement de manière approfondie parce que j'essaye d'y passer au moins une dizaine d'heures sur le sujet, là c'était compliqué. Vous donnez une image en input et vous pouvez changer la texture, donc ils appellent ça retexture. Donc ça c'est assez cool parce qu'en fait si vous avez une bonne utilisation de Midjourney, vous pouvez utiliser une image et modifier le tout. Ça pose la question d'utiliser des photos, de faire des shootings photos pour obtenir cette image à gauche et ensuite la modifier. Donc en fait, vous pouvez faire une pause plutôt que d'aller en Afrique du Sud pour aller faire un tournage. Ce que vous pouvez faire, c'est faire la pause et ensuite, ça va reprendre votre pause et suivre exactement ce que vous vouliez. Donc ça, c'est un point qui est aussi ultra intéressant. Alors, il y en a qui me connaissent dans l'assemblée. Donc quand je vais vous parler de SREF, je suis désolé, je l'ai déjà cité un petit peu pour certains, mais c'est ma grande passion. Le SREF, donc c'est une fonctionnalité de Midjourney qui permet de garder un même style. Donc pour rappel, il y a 4 milliards de codes dans Midjourney. Chaque code est associé à un style graphique qu'on ne connaît pas. Ouais, je vois ceux qui me connaissent et qui rigolent déjà. Ouais, je suis un ouf de ça, je suis un vrai taré de ça, donc je voulais vous le partager. Donc il y a 4 milliards de codes, et à chaque fois que vous mettez ~sref et que vous mettez un numéro entre 1 et 4 milliards, ça vous offre une direction artistique spécifique. Ok ? Donc là, par exemple,
je ne vais pas te dire le chiffre, mais vous avez capté, ça va à chaque fois obtenir ce genre d'image. Alors, et là c'est là où je vais être curieux de ceux qui utilisent beaucoup Midjourney. Il y a un vrai travail sur CSRF, parce qu'on se dit trop bien, j'ai rien à faire. Genre, si je veux une image en noir et blanc, j'ai juste à mettre ce code-là et j'aurai ce type d'ambiance. Il y a en toute logique, des biais, des références socioculturelles à chaque code. Donc les 4 milliards de codes sont ancrés historiquement, sociologiquement, graphiquement, etc. Donc par exemple, ce code-là, ils font tous la gueule et ils sont tous agressifs. Et donc c'est hyper intéressant parce qu'une fois qu'on commence à explorer les codes, on va se dire attends, celui-là ils sont agressifs et même quand je mets souriant, c'est souriant type Joker quoi. C'est pas souriant gentil. Donc en fait tous ces codes qu'on va pouvoir aller chercher, ils vont avoir des biais. Donc celui-là il est intéressant parce qu'il ne fait que des personnes qui sont donc si c'est des femmes elles sont jeunes, si c'est des hommes ils ont 50 ans et ils sont tous blancs et il a fallu pour moi que j'aille sur l'éditeur pour insister et mettre 3 fois 4 fois qu'il était asiatique par exemple. Ce genre de choses qui fait que ces codes peuvent être intéressants mais ils ont aussi des biais et donc dans des projets ça peut être parfois bloquant. Avec Shift Hackathon je me suis retrouvé dans la sauce là-dessus. J'utilise des SREF pour faire toute la DA, mise à jour de Midjourney, le SREF marche plus, je pouvais plus faire de visuel. Enfin, j'étais bloqué parce que du coup, pour retrouver la cohérence graphique, pendant 4 jours, j'étais bloqué. Et bien sûr, ils ont fait une mise à jour qui permettait de rétro-pédaler et de retourner sur des versions anciennes. Mais là, par exemple, ce code-là, vous avez envie de faire un truc rétro, vous avez envie de faire, je sais pas, un post de blog et de faire un truc rétro années 80, vous trouvez ça cool, et ben ça se trouve, il y a des choses qu'il n'arrivera pas à faire apparaître. Ça se trouve, toutes les voitures sont des Ferrari dans ce code SREF. Mais pour le savoir, il faut aller l'explorer. Donc il y a quand même un cadre assez limitant à l'utilisation de ces codes. Bref, il y a plein de cas différents. Dans tous les styles. Alors moi, ma technique, ça ce sera le moment où ce ne sera pas sur Internet. Je ne sais pas s'il y en a certains qui le font et qui utilisent le SREF. En fait, c'est de très simplement se fabriquer une banque. Il y en a qui sont dans ce délire-là de faire une banque SREF. Ok, quand même. Cool. C'est un sujet qui vous passionne aussi ou pas, ces codes SREF? Ouais, ok, ça marche. Parce que j'ai fait une intervention à Rennes et à la fin, j'ai 2 gars qui sont venus me voir en mode « Et trop bien, je vois enfin fan ». Je fais « ouais, c'est super, mais bon voilà. Bon, les autres, ça vous parle peut-être pas. » Donc en fait, l'idée de ces codes SREF, c'est de les référencer. Et donc là, je vais prendre de la photo. Donc j'ai un Notion où j'ai mis tous les SREF qui m'intéressent en photo, tous les SREF qui m'intéressent en illustration, tous les SREF que j'ai appelés expérimentaux, qui sont un peu bizarres, donc je ne sais pas encore où est-ce qu'ils vont me servir. Il y en a un qui est trop bien, à la limite, je vous partagerai les fans de SREF, c'est celui en bas, le 2e sur la ligne du bas, parce que c'est que de la broderie. C'est incroyable, vraiment c'est trop cool. Et là je vous ai dit, donc il y a 4 milliards de codes. Ces 4 milliards de codes, quand vous le mettez dans un prompt, vous pouvez les cumuler entre eux. Donc vous pouvez mettre plusieurs codes et ensuite choisir le pourcentage de puissance que vous voulez sur chaque numéro. Donc là, on arrive à 4 milliards fois... Bref, incroyable. Et puis, parce que je suis un peu kikou, moi j'aime bien les animés, j'aime bien les mangas, donc quand on rajoute Niji 6 derrière tous ces 4 milliards de codes, ça les transforme automatiquement sur un traitement japonisant, et puis voilà, je m'éclate. Je m'éclate là-dessus, ça permet de faire des trucs très très cool. Sur la qualité et la finesse du tracé, je trouve que le Niji à chaque fois ça permet d'avoir des résultats assez dingues, donc c'est pour ça que je voulais le partager. Alors, mon objectif, je regarde l'heure qu'il est pour pas... Je sais plus à quelle heure j'ai commencé. T'as encore 20 minutes. 20 minutes? On va speeder. Alors, le SREF... en fait, je voulais vous partager ma méthode pour explorer les codes. Je vais le faire rapidement, mais si jamais je peux convertir certaines personnes, ça peut être cool. Donc en gros, je vais sur Discord, je crée 2 channels. Un channel qui s'appelle Exploration, l'autre qui s'appelle Validation. Ouais. Ensuite, je lance ce prompt-là. En fait, là, je suis en train de présenter. Je suis grave impatient de rejoindre mes petits copains et de leur poser la question, est-ce qu'eux, ils font comme ça aussi? Donc, je mets un point... ~sref random ~ar169. Alors pourquoi? En fait, un point pour impacter au minimum le code SREF. Au début, je mettais Youngman,
pour faire un test, parce que c'est le premier truc qui me passait par la tête, et je me suis rendu compte que si je tombe sur un code SREF où ça fait que des Amazones, si ça fait que des personnes âgées, etc., ça biaise le code. Donc en fait, ce que je me suis dit, c'est je mets le point, et je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui font ça aussi. Donc en fait, tu mets un point, comme ça génère l'image a priori la plus naturelle pour le SREF. Derrière, plutôt que de m'amuser à écrire un chiffre entre 1 et 4 milliards, je mets random, et tout seul, ça va mettre un numéro aléatoire entre 1 et 4 milliards. Et ensuite, ça c'est un paramètre qui me permet d'avoir en 16/9, parce que je préfère les images en 16/9. Si jamais, pour ceux qui ne savaient pas forcément, le ratio de l'image que vous mettez dans votre image, ça modifie la composition, donc ça modifie le type d'image que vous obtenez. Si jamais, ça c'est un point qui est important. C'est pour ça que parfois, ça m'arrive que je vais générer une image en 16/9 et donc je vais mettre dans mon prompt que le modèle il est au centre, et ensuite je vais utiliser, vous savez, il y a une flèche sur le côté pour décaler, ça me permet dans mes slides d'arriver à calibrer. Je préfère faire comme ça plutôt que de dire un personnage sur le côté droit de l'image, je le fais centrer et ensuite je le décale. Bref, ça c'est une démo que je pourrais vous faire un jour si vous voulez. Donc là j'ai mis mon SREF random, ça me donne un numéro, là le 303 158 1041, et je le fais pendant des heures et des heures, mais ça coûte de l'argent. Parce qu'en fait, vous le savez sûrement, mais vous avez un nombre limité de requêtes sur Midjourney qui permet d'aller vite. Je ne vais pas faire tout le principe, mais même si vous payez, vous avez un nombre limité par mois d'images que vous pouvez générer et qui va aller full vitesse. Donc la technique, c'est de faire /relax, vous passez en mode gratuit, mais c'est plus long à générer. Et ensuite, je fais le point random que je vous ai montré tout à l'heure. J'appuie sur entrée, flèche du haut, entrée, flèche du haut, entrée, je le fais 12 fois. Il y en a 12 qui sont lancés, je suis en train de faire autre chose. Je fais ça, alors il y a un vrai sujet, et là vous pouvez m'engueuler sur la partie écologique, parce que du coup, je fais plein d'images, ok, mais je fais plein d'images pour le futur en faire moins. Voilà, c'est ce que j'ai trouvé comme arnaque. Donc en fait, je fais ça sur des projets où j'ai pas besoin d'être à full focus, où je sais pas, je suis en train de faire mes factures, etc. J'aime bien faire ça, donc je fais le /relax, et ensuite je lance des centaines de SREF, et ensuite à tête reposée, en mode directeur artistique, je me dis ok, ce code là, quel est le type d'usage que je peux avoir, ce code là, est-ce que je peux m'en servir? Et tout à l'heure je vous partageais un channel validation, je le prends ce code, et là je teste et j'explore. Il y en a certains, c'est que de la peinture, d'autres c'est que de l'illustration, d'autres c'est que des gravures. Et donc en fait dans le channel validation, je teste les codes sur lesquels j'ai un doute, et ensuite je les ajoute dans mon Notion. Je vais aller plus vite. T'inquiète, t'as le temps. Merci. Et puis après, j'ai des channels photo, illustration où je fais les tests, mais ça, c'est pas le plus fort. Alors, désolé pour ceux qui connaissent déjà bien Midjourney, je voulais vous partager aussi un point qui est important, donc pour ceux qui découvrent peut-être un peu plus. Dans Midjourney, il y a l'opportunité de pouvoir SREF, c'est style référence, et CREF, c'est pour garder le même personnage, caractère référence. Faut avoir en tête que de leur côté, Midjourney, il y a une volonté intentionnelle de ne pas pouvoir, parce qu'il y a eu des problèmes, mettre Trump ou Emmanuel Macron en train de faire n'importe quoi. Okay, donc c'est pas le bon outil si vous voulez faire n'importe quoi, mais vous pouvez garder à peu près le même perso. La technique qu'on a quand on est un peu averti là-dessus, c'est je fais mon CRF pour avoir à peu près le même gars ou à peu près la même fille, et ensuite il y a des outils pour faire des face swap. En gros, c'est l'outil qui est le plus efficace. C'est vous faites ça et ça marche à peu près bien. Si vous essayez d'avoir exactement le même perso, c'est toujours compliqué. Donc si je dois, pour un spot pub, dire voilà mon projet, ce personnage, il rentre dans le garage, ensuite il se rend compte qu'il y a le feu dans le garage, il va dans le salon, il fait ça, pour garder le même gars, et je vais mettre CREF. Donc voilà, ça c'est jamais. Donc caractère référence, vous mettez l'URL de la photo de la personne que vous souhaitez, donc soit en full body avec ses vêtements, soit avec juste sa photo, et vous aurez le même personnage. Alors je vous ai donné quelques exemples. Je suis allé prendre la photo de cet inconnu sur internet, c'est une image, et donc en fait je me suis dit comment je le fais rentrer dans le salon, je mets le CRF. Alors il n'a pas exactement la même coiffure, vous voyez que c'est toujours compliqué d'avoir exactement le même gars, ceux qui l'utilisaient régulièrement, vous savez à quel point c'est compliqué. Pareil, là j'ai mon homme préhistorique, j'aimerais que l'homme préhistorique il rentre dans l'image qui est à droite, et donc je vais utiliser le CRF, mais je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est pas un cours Midjourney, mais je vais dire c'est
le gars qui va apparaître dans l'image de droite, ça va être un peu l'homme préhistorique. Donc je vais demander à Midjourney de garder en gros que les cheveux, la forme de la tête, et donc ça va me permettre d'avoir un gars un peu dans le même délire. Okay, donc là on est sur le minimum d'impact. Alors pourquoi je fais ça? Parce que quand je demande à Midjourney de mettre l'homme préhistorique dans la rue, eh ben, il risque, si je mets un degré trop fort de fidélité au personnage, de mettre de l'illustration, et donc je vais avoir un personnage illustré dans la rue. Moi ce que je veux, c'est avoir exactement un homme dans le même style que la photo. J'ai fait des tests hier. Monkey Island, ça vous parle ou pas? J'ai fait des projets en croix. Je sais pas pourquoi j'ai mis ça, les gars. Je suis désolé, je suis en roue libre totale. C'est un test que j'ai fait. Donc Monkey Island Uncharted, jeu PS4, PS5 avec un jeu plus old school. Et donc typiquement, on peut, quand on fusionne ce SREF et ce CRF, choisir le degré. Donc là, je vais mettre beaucoup de Monkey Island et peu d'Uncharted. Et donc j'ai Monkey Island sur PS4 ou PS5. Et je peux faire l'inverse, décider de faire plus d'Uncharted et moins de Monkey Island. Et donc du coup là on a plus du jeu vidéo qui est plus éloigné de ce que j'ai sur le jeu original. Ça c'est cool, bah, pareil, ça donne envie de pouvoir pitcher des projets, etc., dire voilà mon jeu, etc. Donc ça c'est des possibilités qui fonctionnent très bien. J'ai donné à Midjourney que ces deux images là. Rien d'autre, donc j'ai vraiment drag and drop là-dessus. Donc on arrive très vite à avoir des résultats très convaincants, surtout celle-là où j'ai l'impression d'avoir vu 10 milliards de fois ce type de rendu sur des jeux vidéo. Il y a tout ça, il y a le personalize, c'est aussi une fonctionnalité, je me rends compte que c'est un peu veille en même temps ce que je fais, mais bon, il y a un peu de tout, c'est pas grave. Le personalize qui est quelque chose qui est assez laborieux parce qu'on ne comprend pas trop ce qu'on fait, mais le résultat il est cool. Ça vous propose deux images, vous choisissez celui que vous préférez, et au bout de 200 fois, quand vous mettez double-P, double-personalize, le style graphique que vous êtes en train de faire sur Midjourney, il va se rapprocher de ce que vous aimez a priori. Alors d'un point de vue professionnel, c'est un peu compliqué parce qu'on ne te demande pas de faire des visuels que tu aimes, mais ça fonctionne très très bien. Et donc voilà. Là, quand je vous partage cette idée d'utiliser du SREF pour garder une cohérence graphique ou du personalize, pour ceux qui connaissent déjà bien, il n'y a pas de souci, mais on n'a pas cité le stylize, le KO, le tile, le no, le CRF, je l'ai cité, le SW, CW, Word, il y en a 1 milliard des paramètres. Donc un truc qu'il faut que vous ayez en tête, c'est que même avec une phrase toute bidon, un prompt mal fait, l'utilisation des paramètres, il est important. Et donc ça, c'est quelque chose qui va faire la différence dans le maintien de votre cohérence graphique et de votre projet. C'est pour ça que vous vous dites, si jamais je veux utiliser Midjourney, en vrai, vous pouvez faire des trucs vite fait, très vite, mais c'est avec ce genre d'outil que vous allez pouvoir pousser. Et où est le prompt là-dedans? Alors, là, je sais que parmi vous, il y en a qui utilisent Midjourney et qui n'ont pas forcément beaucoup poussé l'utilisation de Midjourney avec ChatGPT ou avec Claude. Ok? Et là, ça devient intéressant. Ça devient intéressant. Alors, désolé pour certains, il y a un petit mot que je vous ai déjà montré avant le shift, donc vous n'en voulez pas. La technique que j'utilise tout le temps, c'est la technique du prompt upscaler. Donc l'idée, c'est de se dire, j'ai mon CRF ou pas d'ailleurs. J'ai un style graphique qui m'intéresse, je l'ai, je le connais. Mais est-ce que à chaque fois que je fais un test, je vais reprompter une phrase ultra longue et ultra complexe? C'est hyper laborieux. Donc la technique, c'est de se dire, est-ce que l'assistant que je vous montrais tout à l'heure, il n'est pas capable d'écrire des prompts comme moi je les écrirais? Ok? Ouais, j'ai été trop geek aujourd'hui. J'ai fait geek, c'est pas grave. Voilà. Typiquement, donc Fallout, vous avez peut-être vu la série pour certains, ouais. Ça vient d'un univers de jeux vidéo. Donc voilà, sur ce jeu Fallout, je me suis dit, j'ai envie qu'à chaque fois que j'écrive une phrase basique à ChatGPT, il me donne un prompt Fallout. Et donc, ça c'est une technique, comme je vous montrais tout à l'heure. Les 6 pages de prompt que je fais pour mon tone of voice, que je fais pour mon appel à projet, que je fais pour ce que vous voulez, vous faites pareil avec l'univers. Vous lui mettez des PDF qui parlent de l'univers de Fallout. Il y a plein de bouquins sur l'univers, mais vous pouvez le faire avec une autre œuvre. Ce qui me permet, ça prend littéralement 2 secondes, j'écris un homme avec son chien, j'appuie sur entrée, ChatGPT me redécrit qu'est-ce que ça veut dire un homme avec son chien dans Fallout. Et donc ça me permet d'avoir 2 résultats, un homme avec son chien, un homme avec son chien. Ok ?
Et donc là, on arrive à avoir le truc nickel qui correspond à mon besoin. Et donc sur les projets, quand j'ai plein de tests à faire, notamment quand on doit faire un storyboard où il va y avoir plein d'images, etc., je donne mon SREF. J'ai ma banque de SREF qui est donnée à mon assistant Prompt Upscaler. Et donc dès que j'ai besoin de quelque chose, il va chercher le bon code, il les fusionne, il va réussir à gérer la chose. Je lui donne des PDF sur ce qui est public de mon client, d'accord ? Et il va pouvoir me permettre d'ajuster, d'arriver à préciser exactement mes images. Alors, ce qui est compliqué, c'est que pour fabriquer un bon assistant Prompt Upscaler, il faut déjà être assez bon sur Midjourney à la base. Mais si vous travaillez en équipe, vous avez peut-être un geek de Midjourney avec vous qui fabrique un assistant et vous êtes autonome. C'est ce qu'on avait fait avec Shift, avec Jafar. Ouais, si je ne me trompe pas, c'était ça. En fait, sur le dernier jour, on avait plein d'images à faire, tu te souviens ? Ah oui. Voilà. Et donc, en fait, lui, il avait l'assistant, il me dit ok, j'ai besoin du numéro 3 qui flotte en l'air. Et donc, lui, il a juste à écrire ça, ça lui donne le prompt nickel, il me le file, je le génère. Et donc, en fait, ça permet d'automatiser, de produire plein de contenu. Donc ça, c'est très intéressant. Une équipe avec quelqu'un qui s'y connaît en Midjourney, qui fabrique l'assistant, et ensuite, même quelqu'un qui est complètement néophyte, il peut générer plein d'images avec une forte cohérence. Bon, le top, c'est de donner à l'assistant aussi les méthodologies de comment on écrit. Bon, ça je l'ai mis, mais vous pouvez le retrouver sur Internet. Plein de méthodologies sur comment on fait un bon prompt Midjourney. L'idée, c'est de faire fusionner l'univers graphique de votre projet et la méthodologie Midjourney, et donc ça vous permet ensuite qu'il le fasse de la bonne manière. Parmi vous, je suis sûr qu'il y en a plein qui sont pas ultra à l'aise sur le choix du bon appareil photo pour avoir le bon choix de colorimétrie. Et donc là, ça va aller sélectionner le type d'appareil photo qu'obtiendra le résultat graphique en fonction de votre requête. Et donc voilà, même si je vous recommande de vous mettre à la photo, si jamais vous avez envie de progresser, bien sûr. Mais c'est quand même pas mal. Donc en fait, j'ai mon Prompt Upscaler qui est boosté avec l'assistant qui m'aidait pour mon projet tout à l'heure. Donc en fait, c'est un peu une boucle. Ça peut aller très très loin. Je dois faire un spot pub. Tout à l'heure, mon assistant ChatGPT, il m'aidait sur le concept. Une fois que j'ai mon concept, je demande à ce même assistant de me produire des fiches sur l'univers de mon spot, etc., de tout ce que je veux faire. Ensuite, ces fiches-là, je les mets dans mon Prompt Upscaler. Et donc, du coup, j'ai un premier assistant qui a boosté le deuxième. Et donc, ça accélère tout mon processus. C'est clair ou je suis un fou ? Non, c'est normal ? Ouais, ok. C'est un petit process à avoir en tête, mais une fois qu'on est dedans, ça va très très vite, ça fonctionne très très bien. Oh, pourquoi j'ai remis cette image, celle-là ça, c'est la dernière image c'est une image qui m'a vraiment fracassé. Je l'avais fait avant l'hommage pour Akira Toriyama. Donc ça, typiquement, c'est le cumul de toutes les méthodes que j'ai essayé d'avoir en mettant de la documentation sur le manga, sur le dessin, etc. Donc on cumule tout ce que je vous ai montré tout à l'heure. Et j'ai fait le test à l'envoyer à plein de gens qui adorent l'animé et qui m'ont dit en fait ça se voit pas que c'est généré. Là, je pense que c'est super compliqué de voir que c'est généré. Tout ce contenu qu'on a là, on peut ensuite le transformer en vidéo. Runway, ça doit vous parler. Les 80 € par mois qu'il faut pour avoir un illimité aussi. Il y en a qui l'ont l'abonnement à 80 balles ou pas ? Ok, stylé en vrai. C'était pas 80 ? Ouais, mais parce que tu pouvais pas faire beaucoup en vrai. Ouais. T'avais pas en illimité. Ok, donc on est 3 à l'avoir en illimité. Stylé. Mes potes m'envoient des messages pour me demander s'ils peuvent l'utiliser. C'est assez bon moyen, modèle éco pour le Startup Weekend. Donc ça génère des vidéos à partir de texte, ça transforme une image fixe en vidéo, ça change le style d'une vidéo. Bon, je vais vous montrer en gros, vous connaissez peut-être sûrement. Ça, c'est ce qu'on pouvait faire sur l'ancienne version de Runway. Les mouvements étaient assez mous. Là, maintenant, on arrive sur des choses un peu mieux. Ça, typiquement, donc c'est une image que j'ai générée avec Midjourney, avec un SREF. Donc, typiquement, j'ai un SREF qui ne fait que ça, que ce style-là. Et à chaque fois, ça ne sort jamais de cette ambiance. Et donc, ensuite, on demande à Runway d'animer. Alors, il y a encore des défauts. Vous devez voir qu'elle avance quand même un peu au ralenti, la dame. Mais surtout, en fait, ce qui est, moi, je trouve encore très complexe, c'est si on se sert du image to vidéo, donc je mets une image et je transforme en vidéo ou texte to vidéo, c'est qu'en fait, faut s'attendre à avoir pop des trucs au hasard. Et là, par exemple, quand elle marche, il y a une nouvelle porte qui apparaît, c'est pas moi qui l'ai mis dans mon prompt. Donc c'est pour ça que ceux qui se disent peut-être c'est la mort du monde de la vidéo, etc. Les projets pro, c'est pas au pifomètre, est-ce que je vais avoir un truc qui va pop à un endroit ou à un autre.
Donc j'ai fait pas mal de tests, mais ça par exemple, je voulais juste tourner autour de la chaussure, et là, je sais pas pourquoi il fait ça. Donc je suis là, ok, pourquoi pas, mais c'est pas ce que je veux en fait. Donc c'est un peu le souci de ces outils-là. Je sais plus si je l'ai mis là, non je l'ai pas mis. Il y a une technique qui consiste à faire du vidéo to vidéo. Donc vous filmez quelque chose et vous lui dites ce que je suis en train de voir. En fait, c'est une ville. Le test qui est assez cool à faire, c'est vous prenez des boîtes de chaussures ou des boîtes que vous avez chez vous, vous filmez avec votre téléphone, vous faites avec votre téléphone comme si c'était un hélicoptère. Ensuite, vous mettez la vidéo que vous avez fait avec votre smartphone, vous la mettez dans Runway, vous dites en vidéo to vidéo, prise de point de vue de New York en hélicoptère. Et donc là où il y a les boîtes de chaussures, ça fera des immeubles. Là où il y a le passage entre les deux, ça fera les routes. Et donc ça permet dans du prototypage d'aller super vite. Ce qui va peut-être demander demain d'avoir des compétences en travaux manuels, de fabriquer des boîtes, des objets, etc. Que je trouve intéressant parce que souvent on est en mode geek derrière nos ordis quand on fait de l'IA. Mais peut-être que demain, savoir faire du pliage, ce serait une compétence intéressante. Ok, voilà. Vous y croyez pas, mais moi j'y crois vraiment. Premier degré. Il y en a qui pensent que c'est utile de savoir plier pour une personne, deux, ok, parfait. Si, c'est trop fort. Bon, globalement, tout ce qu'on a pu voir, donc tout à l'heure je vous parlais de l'assistant qui va nous faire le storyboard, qui va nous aider en tout cas sur le storyboard. Ensuite, une fois qu'on a notre SREF et notre assistant, c'est très facile d'à chaque fois avoir toujours le même personnage, avec le CRF, le même type d'ambiance. Et après, ce qui reste à faire, et ça c'est le travail que vous aurez à faire chez vous, c'est de se dire qu'est-ce qui est le plus impactant, montrer le plan tel qu'il doit être avec la caméra ou l'espace fixe. Et donc en fait, avec Runway, c'est ce qu'on va essayer de faire sur tous les plans. Ce que j'aime bien dire, c'est que il y a des agences qui vont utiliser ces outils, d'autres en face non. Et dans un appel d'offres, c'est une compète. Et donc en fait, c'est de savoir est-ce que tu es plus convaincu par le truc qui bouge et qui ressemble à un spot pub ou alors au crowbar. Voilà. Donc ça, c'est un peu le sujet que se posent aujourd'hui les agences, j'ai l'impression. Attention, parce qu'en fait, là, je montre des visuels, mais est-ce que derrière, on a le budget pour aller filmer tel endroit? Et ça, c'est le gros problème, d'aller faire de la 3D, etc., de se dire, ouais, regardez, ça va ressembler à ça. Mais derrière, ton client, lui, il se dit, bah ouais, ce que tu m'as montré, je veux le voir maintenant, et tu n'as pas la capacité, d'un point de vue budgétaire, à le faire. Donc, il va y avoir aussi des techniques pour soit bien l'expliquer au client, et qu'il ait la maturité, ou demain, niveler volontairement vers le bas. J'ai vu des projets de gens qui génèrent avec IA des trucs crayonnés. Enfin bref, plutôt que de faire le crayonné, tu vois une petite agence qui a personne qui sait faire des crowbars, qui fait avec Midjourney des crayonnés pour montrer l'idée. Bref, vous avez compris là où je veux en venir. J'ai pas de son là, je crois. Si, je vais tenter. Tout le monde parle de Suno pour générer de la musique. Ça doit peut-être vous en parler. Il y en a qui utilisent Udio ou pas? C'est vrai, ouais, moi je suis plus fan de Udio. Tout à l'heure avant de venir, j'étais en train d'écouter une playlist sur YouTube de city pop, bref, de musique japonaise, et c'était 100% généré sur Suno. C'était inscrit nulle part. Il y avait 100 000 vues et des gens qui disaient en bas c'est vraiment génial la musique japonaise. Et c'était 100% généré, je l'ai reconnu direct, et il n'y avait pas de commentaires, ou alors des commentaires en japonais que j'ai pas réussi à lire. Mais c'est assez fou. Donc Udio, typiquement en général, quand je prends la parole sur les IA, c'est l'outil sur lequel les gens se jettent. Vous pouvez y aller, vous pouvez l'utiliser en gratuit pour générer des musiques. Le principe, il est simple. On met de quoi parle notre musique, on a des paramètres à mettre en place, notamment à partir de quand les personnages chantent, quel type d'instrument qu'on va utiliser. Et donc là, ça va nous permettre de faire une musique. Ce sera avec mon Mac, je suis désolé parce que là, tout à l'heure, on n'a pas réussi sur les enceintes. Mais si vous voyez déjà ce que c'est une image, une musique, il y en a qui n'ont jamais entendu de musique générée. Ok, je vous ferai écouter à la fin si vous voulez, parce que là, si tout le monde voit ce que c'est pas forcément utile. Par contre, ils ont un système qui est là très intéressant et qui va se poser la question dans les entreprises de savoir jouer de la musique. Je vous ai parlé de pliage, maintenant je vais vous parler de musique. En fait, il y a un outil dans Udio qui permet de transformer ce que vous avez joué avec votre instrument en une musique plus élaborée, et avec des gens qui chantent, et avec un changement de style. Et ça, pour moi, c'est une grosse claque. Il y en a qui ont vu passer ces outils-là. Alors, je suis désolé, ça va être avec mon Mac. Donc, en gros, ce que vous allez voir, c'est... et j'ai peut-être baissé le volume. Est-ce que ça va? Ça va pas être fort du tout. Dommage.
Bon, on va faire le silence, on va essayer d'écouter, parce que je viens de me rendre compte que j'ai baissé le volume sur ma vidéo tout à l'heure, sur mon Mac, c'est pas grave. Si vous voulez, vous pourrez écouter tout à l'heure. Donc en fait, ils ont mis un extrait de musique qui a été fait sur un outil de musique, voilà, de prod, de MAO, et il lui a dit, maintenant je veux que ce soit du jazz, maintenant je veux que ce soit du hip-hop, maintenant je veux que ce soit du métal, maintenant je veux que ce soit de la musique traditionnelle celtique, et en fait il reprend tous les fondamentaux de l'extrait qui a été donné pour le réadapter, ce qui permet presque de faire, si vous avez fait un peu de piano, de faire la musique au piano et de dire ok, c'est à peu près ça que je veux pour le spot, et ensuite que ça le transforme dans le style que vous voulez, et ensuite être capable de le transmettre au sound designer ou au musicien avec lequel vous voulez bosser. Donc là, ça va vraiment pas être fort. Je pense qu'on n'entend rien. On entend ? Ouais. Ça fonctionne plutôt bien. Ouais. Bon, on pourrait faire ça pendant toute la soirée. Donc là, vous avez pu voir, ils sortent plein de fonctionnalités comme ça, notamment des fonctionnalités qui permettent de décomposer votre track musical, d'en extraire certains instruments, etc. Donc à partir du moment où on sait faire un petit peu de montage audio, etc., en 2-2, on enlève des pistes, on les réagence, on les redonne en entrée pour qu'ils refassent une nouvelle musique. Et donc il y a la possibilité d'avoir très vite une proposition sans passer par un studio d'enregistrement. Typiquement, appel d'offres, j'ai besoin de montrer une proposition, ça m'a accompagné sur l'idée, ça me propose des plans intéressants et des références culturelles, je génère mes images, je passe sur Runway pour faire des extraits et faire une sorte de version animée du storyboard, et ensuite je cale la musique, et avec l'outil que vous avez vu tout à l'heure avec Maxime, en plus je voice design la personne qui va prendre la parole s'il faut. Et donc là on a abouti à un process qui est assez avancé. Je vous invite pas forcément à mettre tout à l'intérieur, mais typiquement il y a des projets qui commencent à émerger, que vous avez déjà vus, qui sont passés en partie par ce processus-là. Parce qu'à la fin, c'est pas forcément utiliser ce qui a été fait par IA et qui passe à la télé, c'est pour valider le budget et se dire ouais c'est une bonne idée, c'est une mauvaise idée. Moi je trouve ça cool. A priori ça risque de tuer pas mal de mauvaises idées qui étaient un peu floues, et peut-être de montrer des trucs, ah ouais je le voyais pas comme ça, mais effectivement j'arrive à me projeter, ce qui est l'objectif dans l'appel d'offres, de se projeter dans le futur, en tout cas les appels d'offres créatifs. Ça on arrête. Ok. Je vous montre un petit processus complet qu'il peut y avoir pour que vous voyez. Donc là, je ne vous ai pas fait le spot complet, notamment parce qu'il y a des fonctionnalités, le image to vidéo de Runway qui date d'il y a vraiment pas longtemps. Enfin, ça va, mais voilà, j'ai pas pu faire un spot moi-même de mon côté, et ceux de mes clients, je les mets pas. Donc je vous présente un petit processus qui peut vous projeter sur qu'est-ce que c'est demain, utiliser l'IA pour montrer un prototype. Alors, j'utilise Better Dictation comme Samuel le fait pour ne plus avoir à coder, mais je parle. Je parle pour configurer tous mes assistants. Aujourd'hui, tous mes assistants de 6 pages, etc., mes premiers jets, je le dis à l'oral. Ensuite, je fabrique un assistant qui est spécialisé mid-journée. Ensuite, je me sers de mid-journée pour générer une image. Ensuite, je dessine pour montrer le résultat que je veux. Derrière, alors je ne vous l'ai pas mis, mais Viscom, c'est un outil, parce que sinon on passait 10 ans ici. Viscom, ça transforme les croquis en photos, ok, pour faire simple, et ça permet d'aller assez loin sur de la 3D maintenant. C'est assez fou, donc je vous invite à les tester. C'est gratuit pour la quasi-intégralité des fonctionnalités. Donc là, Viscom, c'est un outil dont je vais me servir. Derrière, une fois que Viscom a fusionné, la fonctionnalité de Viscom, c'est de fusionner mon croquis et mes images générées sur Midjourney. Donc j'ai fait mon moodboard sur Midjourney, je le fusionne avec mon croquis grâce à Viscom. L'image que j'ai, je l'augmente grâce à Magnifique AI, et ensuite dans le dossier pour mon client,
je donne l'image que j'ai générée, je lui demande de me faire une fiche qui correspond au type de méthodologie que j'applique d'habitude. Donc là, c'est pas très graphique, c'est 5 petits carrés jaunes. Mais donc, j'ai le croquis. Alors ouais, ok, et même là, j'ai généré parce que j'avais, voilà, parce que j'ai perdu en dessin. Donc j'ai mon croquis, ok. Ensuite, j'ai mon mood board où sur Midjourney, je veux que ça ressemble à peu près à ça. J'aime bien la texture, j'aime bien la luminosité. Ça correspond avec ce que je veux. Derrière, dans Viscom, je vais fusionner le croquis avec mon image d'inspiration. Et donc là, je vais appuyer sur Entrée et donc il va appliquer sur mon croquis mon mood board. En gros, c'est ça l'idée pour aller plus vite. C'est pour ça que je vous disais que le fait d'avoir une compétence en dessin, en musique, en pliage, c'est hyper intéressant, là où on pensait qu'on allait tous être sur des ordis sans utiliser nos mains. Et donc voilà, là on est vraiment sur la fusion de ces deux univers. Alors c'est quelque chose qui arrive, que j'ai pas eu l'occasion de tester suffisamment précisément avec la nouvelle édition de Midjourney avec l'éditeur. En tout cas sur Viscom, ça fonctionne très bien. Surtout qu'ensuite sur Viscom, si vous faites bien votre croquis, vous avez votre résultat, il est très fort pour le transformer en 3D en fait. Donc après, vous avez votre objet, vous pouvez le modifier, changer de place, etc. Donc ça, c'est hyper intéressant. Ce visuel-là, on peut ensuite le mettre dans Runway, et puis ça devient une vidéo, et on se balade dans l'appart, etc. Donc là, moi, aujourd'hui, j'accompagne des designers d'intérieur et des archis qui me disent, bah, c'est du pain béni, en fait. Je fais mon dessin, j'ai mon mood board, paf, je montre au client, il arrive à se projeter, et il peut même un peu se balader dans l'appart. Il y a des outils qui permettent de faire du text to space. Là, je ne vous l'ai pas mis parce que c'est SP Archi, mais en fait, vous faites un prompt et ça crée un espace de ce que vous venez de décrire. Donc, pour de l'événementiel, etc., ça a aussi des qualités. Bon, récap rapide de ce qu'on peut faire. Bon, je reçois le brief. Ce que je fais, c'est que mon équipe et l'assistant IA, on travaille sur des pistes créatives au marketing. Alors, moi, je me suis confronté en agence à des égos de personnes qui disent « mais moi, j'ai des idées, j'ai pas besoin d'avoir de l'IA sur la partie idée ». Et effectivement, ça remplace pas, donc, mais ça booste. Quand je teste avec les têtes les plus dures, si l'assistant est bien configuré, il y a vraiment des pistes. Je me suis surpris à voir des concepteurs, rédacteurs commencer à kiffer avec ChatGPT, en train de vraiment apprécier les idées. Donc ça, c'est quelque chose qu'il est possible de faire. Donc on reçoit le brief, on travaille sur le brief comme d'habitude. Ça peut nous proposer des pistes. Ça peut nous proposer des contenus avancés si on veut montrer aux clients des articles, des blogs, à quoi ça peut ressembler sur des campagnes un peu avancées. Et ça peut nous préparer pour la production dans la réponse d'appel d'offres ou tout simplement sur le livrable. Typiquement, moi il y a un assistant que j'adore, il reçoit le brief et il prépare mes prompts Midjourney en fonction, comme je vous ai dit tout à l'heure. On peut s'en servir pour pouvoir répondre au brief, et il y a un usage que je vois beaucoup plus rarement mais que je pense qu'il peut vous intéresser. Vous faites un livrable pour votre client, vous avez bossé sans IA et vous avez terminé, vous vous apprêtez à l'envoyer par mail, ok. Il y a des possibilités. Bon, la première possibilité, c'est vérifier et corriger, ça c'est le truc de base, mais il y a quelque chose qui est possible, c'est de produire des déclinaisons, production de déclinaisons. Alors ça, c'est un peu plus différent. Quand on va avoir un projet, par exemple, là il y a pas mal de tech. Enfin, il y a une moitié de tech. Vous avez un projet tech, vous vous adressez à un interlocuteur tech dans l'entreprise et donc vous êtes en train de lui faire un truc pour lui. Vous lui avez fait un dossier où vous lui expliquez tout le projet. Ce qui est intéressant, c'est qu'en général, il y a soit des experts métiers concernés par ce que vous avez dev, il y a des gens qui financent, qui payent, il y a des enjeux un peu stratégiques dans l'entreprise. Donc en fait, fabriquer un assistant qui traduit votre projet pour des gens qui ne connaissent pas la technique. Et ça s'applique à tous les métiers. Donc vous êtes spécialisé sur un sujet, vous pouvez transmettre le document qui explique le projet, vous avez tout fait tout seul, et des fiches explicatives de c'est quoi le projet, c'est quoi les enjeux, pour quelqu'un qui est moldu du sujet. Ça, je trouve que c'est intéressant, j'ai commencé à le tester. Je vous dis pas que j'ai un ROI x10 de chiffre d'affaires, mais les attentions, on m'a dit bah, c'est cool, ça a permis d'embarquer tout le monde, de comprendre un peu mieux le projet, et surtout ça prend pas de temps parce que c'est du plus. Voilà. Et puis moi, ce que j'aime bien faire, c'est mes projets. Alors peut-être que je suis un peu trop frénétique sur l'IA, mais j'avais tendance à peu documenter mon travail après les projets, et donc là, je me dis ok, en 30 minutes, fais-moi un récap de tout ce que j'ai fait et je le mets dans un coin, et ce qui me permet ensuite de documenter un peu ce que j'ai fait. Si plus tard, vous vous souvenez, enfin ça doit vous parler, il y a 3 ans j'ai fait un projet mais je m'en souviens plus, c'était quoi les tenants, aboutissants, etc. Bah, je trouve ça assez cool de le documenter pour que ça serve de dataset peut-être à un projet demain, en fait. Voilà, la boucle est bouclée, non ?
Bon, il y a quand même des défis, perte de repères, isolement, inégalité sociale. J'ai mis ces slides-là, mais l'IA, ça vous parle. Donc là, il n'y a pas de souci. Inégalité sociale, ce que j'ai constaté, c'est qu'en entreprise, il y a le temps que prennent les entreprises à financer les IA, mais qu'il y en a beaucoup qui sont en avance parce qu'ils prennent l'initiative de le payer sur leurs deniers personnels. Et qu'on voit déjà une différence entre ceux qui ont un peu plus de budget et ceux qui en ont moins. Et ce que j'ai beaucoup remarqué, parce que je sais qu'il y a des étudiants dans la salle, c'est parmi les étudiants, c'est un peu catastrophique ça, voilà, je vais faire un petit peu de note négative, c'est qu'en fait il y a des étudiants qui peuvent mettre les 8 € par mois sur le mid-journée le moins cher, et d'autres qui ne peuvent pas. Et j'étais intervenant dans une école en 2023, quand ChatGPT arrive et qu'on utilise mid-journée, je retrouve mes étudiants un an après, il y en a 2 qui avaient utilisé au moins 2 mois les outils, alors qu'on avait fait un cours dessus, parce que bah ouais mais monsieur, utiliser une version payante ou utiliser mid-journée, c'est hors de mon budget. Donc après, moi je leur ai dit, bon bah, c'est toujours compliqué quand on est dans une situation en tant qu'intervenant de se dire, ben non, ça va, etc. Donc la vanne, c'était de calculer en kebab et en pinte de bière, mais en vrai, il y a des gens pour qui c'est pas le cas. Donc j'ai vu la différence d'étudiants qui se sont chopés des alternances de dingue, notamment aussi parce qu'ils ont dit, bah, ouais, moi je sais utiliser ces outils, j'ai créé des assistants, mid-journée ça va, ça me parle, et ils deviennent évangélisateurs dans l'entreprise versus d'autres qui sont plus à poil sur le sujet. Voilà. Là, moi, ce que je constate, c'est bon, un défi, mais en fait, j'ai mis ces slides-là, mais globalement, c'est un peu des généralités sur l'IA, mais je vous partage aussi ce que je constate. Je vous ai parlé de Runway, je vous ai pas parlé de Kling, je vous ai pas parlé d'autres IA qui font de la vidéo. En fait, c'est simple, elles sont en Chine. J'ai pas encore croisé de client, bon, à titre perso en tout cas, le type de client que j'ai, qui m'a dit ouais, let's go, on fait nos projets avec de l'IA chinoise. Automatiquement, ils se sont dit non, c'est mort, c'est dead. Genre zéro. Bon, aussi, j'ai quelques clients qui sont un peu frénétiques là-dessus, dont certains qui sont au Luxembourg, donc vous captez qu'on ne va pas envoyer des trucs en Chine. Mais il y a ce sujet aussi des outils. Donc là, j'ai vu une actu, là, il n'y a pas longtemps, une IA qui aurait eu l'opportunité d'être en France. Là, c'est l'armée française, je crois, qui a choisi HP pour un projet. Donc là encore, ça va. Mais il y a des IA ultra fortes en Chine, mais qu'on va a priori pas pouvoir utiliser, et mes clients commencent à tous demander aux freelance, donc si jamais parmi vous il y en a qui sont freelance, bah, quelles sont les IA que vous utilisez, comment vous gérez la data, et qui sont assez frileux là-dessus. Voilà. Bon bah faut se former, etc. Cette fake news, enfin cette image fake prend 2 minutes à générer, enfin même pas 10 secondes. Profusion de produits et services. Alors je sais pas si ça vous parle, il y a eu Shein qui a eu des premiers cas, ça date déjà, j'ai l'impression que c'est vieux de raconter ça. Ils génèrent des vêtements, ils les mettent sur le store et puis ils voient si ça marche, et si ça marche ils les font. Voilà. Bah c'est trop facile de le faire. Donc là, si avec Samuel et Maxime on était méchants, on fait ça et on fait un générateur à fabriquer des brands, à fabriquer des marques, à envoyer, vas-y, des jeux de société qui inondent le marché, etc. Ça peut être le bazar, écologiquement c'est une catastrophe, tu ships des résultats qui sont horribles, tu peux faire tout et n'importe quoi, donc il y a aussi ce risque-là de profusion de produits et de services. Mais en face, t'as GPT Search qui pour toi regarde ce qu'il faut, enfin bref, c'est un enfer. Et il y a la question de l'extinction de la créativité, ça c'est un débat si vous voulez en parler après pendant l'apéro avec plaisir. De toute manière, il y a un public qui va être éclairé sur le sujet et pour qui ça va pousser à la créativité, et pour d'autres ça va pas être le cas. J'ai eu la chance d'intervenir dans une école primaire à Paris, pas pour les enfants mais pour les parents, et tous les parents viennent en gros de la finance internationale. Voilà, donc la question c'était de se dire comment je gère ça pour mes enfants de 4 ans, 5 ans, 6 ans. Est-ce que c'est une bonne idée de fabriquer un coloriage avec de l'IA? Comment est-ce que je fais tout ça? C'était hyper intéressant parce qu'en fait les parents ils se sont dit bah ok c'est parti, donc ils sont passés en mode IA générative payante sur tous les sujets qu'on avait traités, acheter formation, etc. pour être au taquet, en mode on a laissé nos enfants sur les réseaux sociaux sans comprendre ce que c'était, ils étaient sur internet, on ne savait pas coder, l'IA générative je veux maîtriser. Donc là il y a des parents qui se disent je me mets au top sur ce sujet-là pour que mon enfant il soit pas face à zéro. Je vais juste déraper parce qu'il y a un sujet que j'aime trop aborder et que j'oublie toujours de faire. Tout ce qui est appareil photo, captation vidéo, captation audio, c'est apparu dans le monde de manière grand public à peu près dans les années 60, 70, 80, ok, ça marche. Donc genre que tout le monde ait un caméscope chez soi, c'est bon pour tout le monde. Ok, donc années 80 on va dire. 2020, 2024, on peut générer tout et on n'est plus capable de savoir si c'est une photo ou pas.
si c'est une vidéo réelle ou pas. Et donc en fait, moi, il y a un vrai sujet de société et même de civilisation. C'est qu'en fait, est-ce que de toute l'histoire de l'humanité, on n'a pas eu que 40 ans d'âge d'or où on pouvait croire les images qu'on voit? Et ça, c'est un sujet sur lequel je m'interroge. Parce qu'en fait, par le passé, il fallait croire sur parole une peinture, il fallait croire sur parole une histoire qui avait été racontée. On arrive avec des photos et tout, on dit bah regarde, c'est la réalité. Moi, je suis de la génération qui s'est posé tout de suite la question de est-ce que c'est photoshopé ou pas? Les plus âgés, pas vous, hein, mais il y a des gens plus âgés qui se font avoir beaucoup plus facilement avec du Photoshop. Mais là, il faut se dire que les gamins, ils vont dire arrête, c'est générer ton truc. Donc en fait, c'est peut-être la fin de l'âge d'or de la réalité. C'est stylé, ça en vrai, non? Je l'ai pas bien fait là, mais parfois ça part en clé de bras là-dessus. Ils sont là en mode merde, etc. Mon divorce, comment je vais faire? Parce que ouais, du coup, c'est plus des preuves. Bon, il y a un défi environnemental, bien sûr, et je vais finir vite et je vais passer la fin. Gestion des ressources, consommation énergétique, c'est un sujet tellement, là on peut remettre 2 heures et ça, je serais sûrement pas le mieux placé pour parler de ça, mais pour essayer d'évaluer est-ce que c'est intéressant. Dans le monde de la pub, il y avait vraiment cette idée d'aller en Afrique du Sud, d'aller dans plein de pays pour faire des tournages. Bah, est-ce que si tu restes chez toi là à Saint-Herblain, est-ce que t'es pas mieux que d'aller déplacer toute une équipe avec des caméras à l'autre bout du monde? Mais en même temps, quand il y a des gogoles comme moi qui vont faire du SRF random toute la nuit, bah en fait peut-être que je suis en train de faire 2 voyages tour du monde, donc c'est ça le sujet. Je peux tirer une balle dessus, c'est incroyable, mais c'est ça le sujet, il faut faire attention à tout ça. Alors que faire de concret? Vous m'avez dit que vous avez déjà utilisé, il y en a qui sont déjà à fond, bah faut pratiquer, cette slide je l'ai mis 1 milliard de fois. Si vous aimez pas TikTok, désolé, mais si vous n'avez pas de compte TikTok, allez sur TikTok, prenez un truc qui vous fait kiffer, vous générez des images d'un truc qui vous plaît, un what if, un énième what if, vous le mettez sur TikTok, vous voyez ça parle à des gens, vous discutez pour avoir des retours. Moi c'est ce que j'ai fait avec les Totally Spies, ça a cartonné, on a fait 1,5 million de vues. Ça quand j'étais avec, je m'en souviens, j'étais avec ma mère et puis on se dit bah ah tiens, l'histoire sans fin et Pirates des Caraïbes, c'était en décembre de je sais plus quelle année, puis je m'amuse dans le canapé à me faire un petit Pirates des Caraïbes, je le poste. En gros l'idée c'est de s'amuser. Et puis ça, je l'avais montré à certains, mais donc de fabriquer des images et de se dire, ça je radote, il y en a qui l'ont déjà entendu, je sortais du film Dune, la partie 2, je me dis, j'ai pas aimé Waterworld, ok, je sais pas si ça vous parle comme film, j'ai pas incroyablement aimé, mais Dune dans l'eau, ça me plaît. Et donc je me dis, bah, je vais demander à un assistant de transformer l'œuvre de Dune, de la mettre dans l'eau, de m'aider à faire des prompts, à utiliser un SRF. Et puis je suis mauvais dans les bulles, mais ensuite je suis allé sur Canva, j'ai pris des templates, je me suis dit, et si je racontais une histoire et de faire de la BD? En gros, c'est aussi un moyen de progresser si dans votre dans votre top pro, vous n'avez pas la dispo. Puis après, ça c'est les trucs de geek que je fais avec mes copains, de fabriquer des jeux de cartes, des prototypes de jeux équivalents Hearthstone, etc. Le principe, c'est quand même de s'amuser sur le sujet. Mot de la fin, on est peut-être des petits chatons pour le moment. Pour grandir sur cette dimension de l'IA générative, on est obligé de pratiquer. C'est notamment pour ça qu'avec les gars, on a fabriqué Shift. C'est pour faire plutôt que d'en parler. Et donc, c'est là où je vous invite à faire. Merci beaucoup. C'est fini.